des indicateurs comme le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement ou la trésorerie nette. Mais là, vous avez pris la perspective du management de l'entreprise qui était dans la position de gérer les sources de financement. Et d'un côté, je pense que vous avez discuté la disponibilité à long terme des capitaux permanents et la possibilité de compléter les sources de financement basées sur les dettes à court terme. Dans la partie de l'actif, vous avez divisé les actifs dans les deux catégories de base, l'actif immobilisé et l'actif circulant. Encore une fois, là, au management financier, l'idée a été d'apprendre comment gérer les sources de financement et les ressources. Ce que nous faisons maintenant, c'est de réaliser une analyse de l'entreprise. Vous l'avez vu, on peut faire l'analyse d'une approche post-factum, donc après que les choses se sont déjà passées et après que le bilan a été déjà rédigé, ou c'est aussi possible de réaliser une projection financière, de planifier l'activité financière pour une année, 2 années, même plus, et de réaliser l'analyse basée sur un bilan planifié. Mais dans la plupart des situations, on fait l'analyse sur des situations financières déjà enregistrées, en particulier pour évaluer la performance de l'entreprise dans le passé, mais aussi pour pouvoir proposer des mesures de correction pour le futur. Et je voudrais commencer la discussion avec vous en partant toujours du cycle d'exploitation et de vous prier de vous rappeler de ce que vous avez discuté au management financier au niveau du cycle d'exploitation. Nous analysons, comme nous l'avons dit plusieurs fois, des entreprises qui ont comme but de générer des bénéfices. Oui, parce que, évidemment, il y a toutes sortes d'organisations qui ont d'autres buts, comme toutes les organisations publiques ou des ONG. Là, le but n'est pas de générer des bénéfices, peut-être que le but est, peut-être, en général, le but a un caractère social. Donc, mais ce n'est pas le cas. Nous discutons la méthodologie d'analyse pour une entreprise qui a comme but de générer des bénéfices. Pour une telle entreprise, évidemment, dérouler l'activité spécifique à son cycle d'exploitation est essentiel, oui, pour arriver à ce but de générer et de maximiser les bénéfices. Et évidemment, ça varie d'une entreprise à l'autre. On peut avoir une compagnie qui offre des services de comptabilité et pour cette compagnie, je pense que l'activité consiste à peut-être obtenir les documents qui viennent de chaque entreprise client de leur comptabilité primaire, faire les enregistrements, rédiger les déclarations, calculer les impôts et les taxes, des choses comme ça. Ou on peut avoir une entreprise qui produit quelque chose dont le cycle d'exploitation consiste ou commence, disons, commence par l'achat de la matière première. Il y a là une phase de stockage, ensuite la production avec des différentes étapes, le stockage des produits finis, vente, encaissement et on reprend le cycle. Ou on peut avoir une compagnie qui réalise des travaux de construction pour laquelle je pense le cycle d'exploitation peut commencer en général avec un calcul très sérieux de coûts pour pouvoir contracter un objectif de construction, c'est de travaux de construction. Ensuite, évidemment, il achète les matériels nécessaires, réalise l'organisation du chantier, commence les travaux avec des situations partielles de temps en temps. Ils finalisent les travaux, font de la récession, encaissent et avec l'encaissement, ils font la récupération du capital utilisé pour financer l'achat des matériels, les paiements du personnel et toutes sortes d'autres charges. Donc, l'idée, c'est que chaque compagnie avec son propre cycle d'exploitation, mais chaque compagnie déroule ce cycle toujours et le reprend toujours avec le but de générer des bénéfices. Parce que dans chaque cycle, l'entreprise cible de vendre les services, les biens, les produits, les marchandises, les travaux et générer comme ça des revenus. Mais
En déroulant le cycle, elle consomme des ressources, donc elle enregistre aussi les charges. Et l'idée, c'est de maximiser la différence entre les revenus et des charges au niveau de chaque cycle, de dérouler beaucoup de cycles pendant un exercice financier, une année, et comme ça maximiser le bénéfice, comme idée générale. Bon, où est-ce que je veux arriver aujourd'hui? Par malheur, pour dérouler toujours cette activité d'exploitation, pour reprendre au niveau d'une année ces cycles d'exploitation, on a besoin de consommer des ressources. Et pour pouvoir consommer des ressources, il faut avoir les ressources. Acheter les ressources ou se procurer les ressources d'une autre manière, en faisant ça, l'entreprise devient la propriétaire de ces ressources et du point de vue comptable, les ressources sont enregistrées dans ce que nous appelons l'actif du bilan. Et vous avez ces ressources organisées dans les catégories que vous connaissez, utilisation corporelle, financière, stock, créance, disponibilité, dans le bilan financier. Donc, l'actif est nécessaire pour assurer l'actif qui représente les ressources détenues par l'entreprise est nécessaire, donc ces ressources sont nécessaires pour la consommation. On a besoin de les consommer pour doubler l'activité. Donc l'actif représente les ressources qui ne sont encore consommées, qui se retrouvent dans la propriété de l'entreprise pour la consommation, pour le déroulement de l'activité, pour générer des bénéfices. Donc ce n'est pas un but final de détenir ces ressources. C'est actif. C'est nécessaire en général pour dérouler l'activité. Pour pouvoir détenir ces ressources, l'entreprise a besoin de les financer. Elle a besoin de sources de financement. Les sources de financement, on les trouve dans le passif. Post factum, si nous regardons un bilan, toujours le passif va être égal à l'actif. Toutes les sources de financement détenues à un moment donné, capitaux propres, dette totale ou comment vous voulez les classifier, à chaque moment se retrouvent entièrement, sont matérialisés dans des actifs. Donc, ce n'est pas possible de n'avoir pas une égalité entre les sources de financement, donc les passifs, et les ressources, donc les actifs. L'actif et le passif sont toujours égaux. Dans une analyse post factum, donc une fois que les choses se sont déjà passées. Parce que si on a besoin d'une certaine valeur de ressources d'actifs et on ne réussit pas d'assurer les sources de financement, les passifs pour les financer, tout simplement, l'actif va être limité à la valeur des sources de financement, donc des passifs qu'on a réussi de mobiliser. Dans ces conditions, comme je dis toujours, l'actif est égal au passif. Toutes les sources de financement du passif se retrouvent en quelque chose dans l'actif. Tous les actifs sont financés par des sources du passif. Donc, l'équilibre financier se réfère à cette correspondance entre les passifs et les actifs, les sources de financement et les ressources. Encore une fois, post factum, l'égalité existe toujours. Mais la question, c'est comment est-ce que cette égalité se forme? Évidemment, la situation idéale est celle dans laquelle on réussit de former les actifs, donc les ressources, exactement au niveau nécessaire pour dérouler notre activité d'exploitation. Et on réussit de mobiliser les sources de financement pour pouvoir détenir les ressources nécessaires. Donc, on a cette égalité entre le passif et l'actif dans les conditions où l'actif est exactement au niveau nécessaire pour dérouler notre activité. En principe, ça signifie d'avoir un équilibre financier au niveau global. Mais beaucoup de fois, en pratique, on arrive n'être pas capable de mobiliser toutes les sources de financement nécessaires pour financer l'actif nécessaire. Et comme ça, l'actif arrive à être à un niveau plus réduit en correspondance avec nos besoins. Ou dans d'autres situations, on mobilise des sources de financement supplémentaires desquelles on n'a pas besoin, qui ne se matérialisent pas dans des actifs nécessaires,
et qui reste tout simplement dans l'actif sous la forme de disponibilité, qui ne génère rien en matière de rentabilité. Ça, toujours n'est pas la définition d'un équilibre financier global. Bon, pour évaluer la situation de l'entreprise post-factum, on l'approche aux plusieurs niveaux. Et le premier niveau en général considéré dans l'analyse, c'est le niveau, disons, à long terme. Et je vais faire une projection, un moment. Donc, je vous prie de vous imaginer le bilan comme ça. La partie, vous avez ici la partie d'actif et la partie de passif. Donc, ressources détenues par l'entreprise à un moment donné et les sources de financement. À long terme, dans la partie d'actifs, nous avons quoi? Les actifs immobilisés ou l'actif immobilisé. Les organisations incorporelles, corporelles et financières. Donc, logiciel, charge de création de l'entreprise, de développement, terrain, bâtiment, outillage, meubles, ordinateurs, matériel de transport, actions, obligations, même des emprunts accordés à long terme. Donc, en tout cas, des ressources qui restent dans l'entreprise pour plus d'une année et qui bloquent le capital du passif qui les finance, évidemment, pour plus d'une année. Et des actifs qui immobilisent le capital. Bon, dans la partie de passif, dans cette première partie du passif, on a les capitaux permanents. Ce sont les sources de financement qui restent à la disposition de l'entreprise pour plus d'une année. Donc, pour une période, disons, qui se retrouve en correspondance avec la liquidité des actifs immobilisés. L'analyse de l'équilibre financier à long terme implique une comparaison entre les deux. Donc, on compare l'actif immobilisé et les capitaux permanents. Dans le processus de financement, vous pouvez voir tous les éléments d'actifs comme des besoins de financement. Pour les détenir, on a besoin de sources de financement. Donc, l'actif immobilisé, vous pouvez le voir comme l'expression des besoins de financement à long terme, pour plus d'une année. Les capitaux permanents, vous pouvez les voir comme des sources de financement à long terme. Dans l'analyse de l'équilibre financier à long terme, on compare les deux. Si les capitaux permanents couvrent, donc ont une valeur au moins égale à la valeur de l'actif immobilisé, on peut conclure que l'entreprise est capable de financer l'actif immobilisé basé sur les sources de financement à long terme. Si le capital permanent ou les capitaux permanents, comment vous voulez les appeler, présentent une valeur supérieure à la valeur de l'actif immobilisé, voilà, comme dans cette représentation, ça signifie que il y a évidemment un surplus de capitaux permanents en comparaison avec l'actif immobilisé qui, dans le processus de financement, finance quoi? Dans cette image, vous voyez que l'entreprise finance entièrement l'actif immobilisé basé sur les capitaux permanents et il y a un excédent de capitaux permanents qui se retrouve en quoi dans l'actif? Qu'est-ce que c'est cette partie? Les actifs circulants, oui. Donc, une valeur des capitaux permanents plus grande que la valeur de l'actif immobilisé signifie que les capitaux permanents financent aussi une partie de l'actif circulant. Évidemment, l'actif circulant, dans ces conditions, ou bon, dans toutes les conditions, peut être financé soit par les capitaux permanents, soit par ce qu'on a ici, ce sont les dettes à court terme, financiers et non financiers, ou par les deux.
Ça signifie que, si vous pensez, si le capital permanent est exactement égal à la valeur de l'actif immobilisé, du point de vue mathématique, c'est obligatoire que l'actif circulant soit égal à la valeur des dettes à court terme. Mais si, comme dans cette représentation, les capitaux permanents sont plus grands que l'actif immobilisé, et donc une partie des capitaux permanents se retrouve dans l'actif sous la forme d'actifs circulants, ça signifie que les actifs circulants sont plus grands comme valeur en comparaison aux dettes à court terme. Donc, nous appelons le surplus de capital permanent, cette partie des capitaux permanents qui excède l'actif immobilisé, nous l'appelons fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement est une partie des capitaux permanents. Cette partie qui excède l'actif immobilisé, c'est une partie des capitaux permanents qui finance l'actif circulant. On peut calculer le fonds de roulement soit comme différence simple entre les capitaux permanents et l'actif immobilisé, soit basé sur cette partie du bilan financier comme différence entre l'actif circulant et les dettes à court terme. Parce que, encore une fois, si le fonds de roulement existe, il se retrouve dans la partie d'actifs sous la forme d'actifs circulants. Ça signifie que les actifs circulants sont plus grands que les dettes à court terme, exactement avec la valeur du fonds de roulement qui finance un excédent d'actifs circulants. Vous comprenez jusqu'ici? Donc, on peut calculer le fonds de roulement soit comme différence entre les capitaux permanents et l'actif immobilisé, voilà, comme ici, soit tout simplement comme différence entre l'actif circulant et les dettes à court terme. Du point de vue mathématique, on obtient exactement la même valeur au niveau d'un bilan financier. Bon. Nous avons vu les capitaux permanents dans le passé quand on a discuté la structure financière, la structure de passif. Nous les avons vus comme des sources de financement qui nous offrent de la stabilité dans le processus de financement parce qu'on les détient à long terme, mais qui, à la même fois, impliquent en général des prix, donc des coûts de financement plus élevés. Donc, détenir un fonds de roulement positif montre que l'entreprise finance finance entièrement l'actif immobilisé par des capitaux permanents, donc des sources de financement qui apportent de la stabilité, mais aussi des coûts plus élevés. Et à la même fois, elle a cette marge, ce surplus de sources de financement à long terme pour financer l'actif circulant. Donc, ça donne un surplus de stabilité dans le financement des actifs circulants, mais ça apporte aussi des coûts de financement supplémentaires en comparaison avec la situation d'équilibre mathématique dans laquelle on finance l'actif immobilisé par l'intermédiaire des capitaux permanents et l'actif circulant basé sur les à court terme. Donc, dans cette situation-ci, qui est caractérisée par un fonds de roulement positif, donc un surplus de capital permanent en relation avec l'actif immobilisé, on peut discuter d'une stabilité plus élevée dans le financement de l'actif circulant, mais aussi des coûts de financement plus élevés. Ça signifie que du point de vue de la rentabilité, qui est un but fondamental, comme on a discuté de notre entreprise, un fonds de roulement très élevé n'est pas nécessairement l'idéal. La question qui se pose maintenant, c'est si ce fonds de roulement est nécessaire. Et dans ces conditions, il faut toujours analyser le fonds de roulement en relation avec ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement.
Mais je vais revenir à la problématique du fondement. C'est juste que je vais discuter avec vous pour le moment le besoin en fondement pour pouvoir corréler les deux. Ici, au niveau du cycle d'exploitation, il faut discuter les besoins de financement cyclique. Au management financier, vous avez discuté toutes sortes de problèmes concernant la gestion des stocks, la gestion des créances, la gestion des dettes fournisseurs. L'idée, c'est que le cycle d'exploitation que nous avons discuté, oui, il peut impliquer la nécessité de détenir à chaque moment des stocks de matières premières, de produits en cours, de produits finis, de marchandises, d'emballage, de produits résiduels. Encore une fois, ce n'est pas le but de l'entreprise de détenir des stocks de matières premières. Mais si j'ai une activité continue de production et de vente, et je sais que, disons, chaque jour, je consomme de la matière première de 10 000 euros. Évidemment, une approche pourrait être de faire l'approvisionnement au début de chaque jour de travail avec la matière première nécessaire. Mais comme vous l'avez discuté au management financier, une telle approche implique toutes sortes de problèmes. Un problème évident, c'est que chaque jour, je dois assurer le transport. Ça va sûrement impliquer des coûts de transport plus élevés. Je parle ici évidemment du transport de la matière première de mon fournisseur à mon dépôt ou bon, espace de production. Évidemment, dans une telle situation, j'achète toujours des quantités plus réduites en comparaison avec la situation où j'achète une fois par semaine, une fois par mois. Et acheter des quantités plus élevées peut me permettre de négocier des meilleurs prix dans la relation avec le fournisseur. Plus important en général, c'est le fait que je m'assume ici le risque de rupture de stock. Il y a le risque que le transport de matières premières n'arrive pas au temps pour pouvoir commencer la production. En général, ce risque est considéré comme le risque le plus important dans une telle approche. Une approche qui, vous avez appelée, je pense, au management financier, la technique just in time dans la gestion des stocks. Et je pense que vous avez discuté que bien qu'il y a plusieurs, je pense beaucoup de compagnies qui essayent d'appliquer cette technique en pratique. La compagnie qui est la plus connue pour appliquer cette technique est la compagnie Toyota. Ce n'est pas la compagnie qui a inventé la technique, c'est une technique appliquée en principe par des compagnies américaines dans le domaine des fast-food, donc des restaurants. Mais Toyota est la plus connue pour appliquer cette méthode. Essayer d'acheter toujours juste la matière première de laquelle on a besoin à ce moment pour éviter de stocker la matière première. Pourquoi éviter le stockage? C'est l'alternative, oui. L'alternative, c'est de détenir toujours des stocks importants de matières premières pour éliminer ou réduire le risque de retour de stock, donc pour assurer la continuité du processus de production. Quels sont les problèmes avec cette approche où on détient toujours des stocks? Bon, d'un côté, évidemment, on va avoir besoin d'un espace pour le stockage, comme un dépôt. En général, on a besoin de personnel pour gérer le dépôt. Donc, ça signifie d'un côté, peut-être faire un investissement dans le terrain, le bâtiment, peut-être même des installations, parce qu'en particulier pour les matières premières périssables, on peut avoir besoin peut-être d'assurer certaines conditions, comme peut-être une certaine température ou un certain niveau d'humidité. Et comme ça, on va consommer peut-être de l'électricité. On va avoir besoin d'appareils de refroidissement, de toutes sortes d'installations pour éliminer peut-être l'oxygène ou l'éthanol de l'atmosphère du dépôt pour
réduire le risque de fermentation de fruits, de légumes, si c'est ça ce qu'on garde dans le dépôt comme matière première. Donc, il y a le besoin de investir dans le dépôt. On va avoir des charges avec l'entretien, l'activité au niveau du dépôt, même des charges avec le personnel. Il y a évidemment le risque de périssabilité que nous devons nous assumer. Mais en général, les coûts qui sont considérés les plus importants dans l'activité de stockage sont vus comme sont considérés les coûts de financement. Parce que détenir des stocks de matières premières à chaque moment implique, et vous le voyez, avoir du capital dans le passif qui reste bloqué dans l'actif sous la forme des stocks de matières premières ici. Donc, le coût de financement des stocks est vu comme le coût le plus important en général associé à cette activité de stockage. Au management financier, encore une fois, vous avez discuté toutes sortes de techniques pour optimiser la gestion des stocks, pour arriver à un mélange optimal entre les avantages et les désavantages du stockage. Mais ce que je veux souligner, c'est que, en général, détenir des stocks dans la plupart des situations, détenir des stocks de matières premières pour une compagnie qui produit et donc qui consomme des matières premières, détenir des stocks est nécessaire pour assurer la continuité de l'activité de production, pour pouvoir alimenter la production. Donc, on a besoin de consommer à la première vue, pas de détenir des stocks, parce que les stocks de matières premières ne font rien pour la période pour laquelle elles existent du point de vue comptable comme stock. C'est juste de la matière première qui reste dans le dépôt. Et on peut avoir l'impression que ce n'est pas nécessaire. Mais leur nécessité, la nécessité de les détenir, vient de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de production. Donc, détenir des stocks de matières premières, en général, est imposé par le même cycle d'exploitation. À chaque moment, on a besoin de détenir des stocks de matières premières. La production en cours. Le processus de production, évidemment, d'une situation à l'autre, peut présenter des périodes plus courtes ou plus longues. Il y a des processus qui durent peut-être 10 minutes, mais il y a des processus de production dans d'autres domaines qui peuvent durer 3 mois, 4 mois, même plus. Encore une fois, pour pouvoir avoir une continuité de la production et des ventes, il faut toujours obtenir des produits finis, disons chaque jour ou presque chaque jour. Mais pour cela, tu as besoin d'avoir à chaque moment des produits en cours d'exécution dans des différentes phases. Si le processus de production est court de quelques heures, si nous produisons par exemple du pain, et nous commençons par la farine, j'ignore le besoin de garder la farine dans le dépôt comme matière première pour le processus de maturation. Mais pour produire du pain, on prend la farine du dépôt, on a besoin de 2-3 heures ou un temps de quelques heures pour obtenir le pain pour pouvoir le vendre. C'est un processus plus court. Mais pour produire, par exemple, du meuble en bois, on peut avoir si on commence par acheter comme matière première du bois solide, on a besoin de peut-être plusieurs mois, en particulier pour sécher le bois. Donc, si le processus de production prend plus long, des jours, des semaines, des mois, avec le prolongement, avec l'augmentation de la durée du processus de production, à un niveau donné d'activité, à un volume donné des ventes par jour, par mois, par an, l'augmentation de la durée du processus de production détermine une augmentation proportionnelle du volume et comme ça de la valeur des stocks de produits en cours. Parce que si le processus dure, disons, une semaine et on veut obtenir des produits finis
chaque jour pour avoir une continuité, ça en principe signifie qu'à chaque moment, nous avons 7 cycles d'exploitation en parallèle dans différentes phases. Et chaque jour, un autre cycle est fini. Et on reprend comme un cycle fini, un autre cycle recommence. Donc, à chaque moment, pour assurer notre continuité, nous avons 7 cycles de production, d'exploitation en parallèle. Et comme la durée d'un cycle augmente, le nombre de cycles qui se déroulent en parallèle augmente aussi. Et à un certain volume donné d'un cycle, évidemment, le prolongement de la durée d'un cycle implique l'augmentation du volume des stocks de production en cours et de la valeur des stocks de production en cours. Mais encore une fois, détenir ces stocks représente une nécessité déterminée par le déroulement de l'activité d'exploitation. De la même manière, on est obligé de détenir des stocks de produits finis, en général. Évidemment, il y a des compagnies qui travaillent juste sur des commandes. On prend une commande, on fabrique le produit. Une fois que le produit est fini, on fait la livraison, disons, presque immédiatement. Comme ça, on réussit de minimiser ou de même éliminer le besoin de détenir des stocks de produits finis. Mais c'est une situation vraiment particulière parce que pour la plupart des compagnies qui essayent de faire une production de série, c'est obligatoire d'avoir toujours des stocks de produits finis pour que les clients, quand ils visitent, disons, le magasin, ils voient les produits, ils peuvent les acheter. Ça va être dans la plupart des situations impossible de dire au client, oui, regardez dans un catalogue, vous faites la commande et vous attendez 3 mois. Je commence maintenant, après que vous allez faire la commande, je commence le cycle d'exploitation et dans 3 mois, je vous allez voir le produit. En général, j'ai besoin d'avoir les produits dans le stock pour pouvoir assurer la continuité des ventes. Donc, c'est le cycle d'exploitation qui détermine en général le besoin, la nécessité de détenir des stocks de toutes sortes de stocks, matières premières, produits en cours, produits finis, comme je dis, emballage, produits résiduels, marchandises. Donc, à cause de ça, nous voyons les stocks comme un actif cyclique, une ressource cyclique déterminée par le cycle d'exploitation et qui, c'est vrai, se consume, mais va se reconstituer avec la reprise du cycle d'exploitation. De la même manière, on peut voir les créances. Quand on parle de créances, je pense que nous pensons premièrement aux créances clients. Oui, du point de vue comptable, la compagnie peut avoir des créances envers les clients, mais aussi envers les fournisseurs. Dans quelle situation? Dans la relation avec les clients, qu'est-ce qui se passe? Nous vendons les produits finis, nous faisons la livraison, nous rédigeons la facture, nous enregistrons dans notre comptabilité 411,1, créances envers les clients, égale 701, disons, revenus de la vente des produits finis. Peut-être plus la TVA si nous collectons aussi de la TVA, du point de vue comptable. Et nous restons avec cette créance qui représente quoi? Notre droit d'encaissement pour la valeur des ventes envers le client. À son tour, le client enregistre le stock. Pour lui, c'est peut-être de la matière première ou des marchandises. Et dans son passif, il enregistre la dette envers les fournisseurs. Nous sommes leurs fournisseurs. Et pour nous, la créance reste dans notre comptabilité, donc le droit d'encaissement est gardé jusqu'à ce quand, je pense, le client paye. Nous encaissons la créance. Est-ce que c'est je ne sais pas, c'est un but final pour nous d'accorder des délais de paiement? Évidemment, en principe, nous préférons que le client paye au moment de la livraison ou même en avance. Donc, si ça tient de notre décision, tout simplement, nous allons demander au client de nous payer en avance. Comme ça, avec l'argent encaissé du client, nous pouvons faire tout. Acheter la matière première, de le cycle d'exploitation, payer le personnel et livrer. Mais par malheur, dans la plupart des situations, ce n'est pas possible. Oui. En général, quand une compagnie vend à des personnes physiques, comme cette compagnie, vous pouvez
l'imaginer comme dans l'exemple d'un simple magasin. Nous, comme personnes physiques, nous allons dans un magasin, nous achetons, je ne sais pas, des fruits, du pain, du chocolat, nous payons sur place. Le magasin n'accorde et ne peut pas accorder à une personne physique un délai de paiement. Donc, un tel magasin, une telle compagnie n'arrive pas d'enregistrer des créances clients. Elle encaisse toujours sur place. Mais en général, quand une compagnie vend à d'autres compagnies, en général, elle arrive d'accepter des délais de paiement. Et ça dépend, la durée dépend. Je pense que la durée la plus commune est de 30 jours, d'un mois avec approximation. Mais ça peut varier. Ça peut être une semaine, ça peut être 2-3 mois. Ça peut varier. Donc, quand nous discutons de créances, je pense que nous nous imaginons la situation des créances clients comme ça. Et je souligne le fait qu'il y a des compagnies qui ne vont jamais enregistrer des créances clients, comme les compagnies qui vendent à des personnes physiques. Mais à part de ces créances clients, on peut avoir des créances envers nos fournisseurs. En quelle situation? Dans la situation où nous payons à nos fournisseurs en avance. Nous faisons le paiement maintenant. Nous attendons que le fournisseur fait la livraison. Jusqu'à ce quand le fournisseur fait la livraison, nous détenons une créance envers le fournisseur. Ensuite, nous pouvons avoir des créances envers l'État, en particulier peut-être pour la TVA à récupérer, mais aussi pour toutes sortes d'impôts, peut-être payés pour des paiements excédentaires. Ensuite, nous pouvons avoir des créances envers les salariés pour des avances payées. Donc, vous voyez que ces créances sont toujours générées par le cycle d'exploitation. Les stocks et les créances, qui, encore une fois, sont déterminés par la nécessité de dérouler le cycle d'exploitation, du point de vue du processus de financement, représentent des besoins de financement. Pour pouvoir détenir les stocks et les créances à chaque moment, on a besoin de les financer, comme pour tous les autres actifs. Mais parce que les stocks et les créances sont imposés par le cycle d'exploitation, on peut les appeler des besoins de financement cycliques. Si vous voulez, aussi à cause du fait qu'elles ont une évolution cyclique. On les consomme et elles sont reconstituées avec la reprise des cycles d'exploitation. Donc, dans le processus de financement, les stocks et les créances, ensemble, les deux, forment les besoins de financement cyclique. Vous les voyez ici. J'ai isolé ici, voilà les stocks et les créances. Séparés dans l'actif, quelles sont dans l'actif les autres parties? Évidemment, l'actif immobilisé. Et dans l'actif circulant, nous restons avec les disponibilités. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir les stocks et les créances comme des actifs cycliques, donc appartenant au cycle d'exploitation, ou si vous voulez, comme des actifs circulants non financiers, et les disponibilités des actifs circulants financiers, donc dans une forme monétaire financière. Bon, le cycle d'exploitation détermine la formation des stocks et des créances et donc détermine l'apparition de ce besoin de financement sous la forme de stocks et de créances. Mais le même cycle mobilise en principe des sources de financement spécifiques au cycle, je veux dire. On parle ici de ce qu'on a appelé dans le bilan financier les dettes d'exploitation à court terme ou les dettes à court terme non financières. Vous vous rappelez que dans le bilan financier, à court terme, nous avons les dettes financières et les dettes non financières, ou si vous voulez, d'exploitation. Les deux forment les dettes à court terme. Donc, les dettes d'exploitation à court terme sont quoi? Des dettes envers les fournisseurs, envers les salariés, l'État pour toutes sortes d'impôts et de taxes, les clients pour les avances, les paiements faits en avance par les clients.
ce sont des sources de financement générées, mobilisées par le même cycle d'exploitation. Et comme ça, il faut poser la question. Au niveau du cycle d'exploitation, oui, d'un côté, le cycle a généré des besoins de financement sous la forme de stock et de créances. De l'autre côté, le même cycle a généré des sources de financement sous la forme des dettes d'exploitation à court terme. Est-ce que les sources de financement cycliques, donc les dettes d'exploitation à court terme, est-ce qu'elles sont suffisantes pour couvrir les besoins de financement cyclique, donc les stocks et les créances? Si les dettes d'exploitation à court terme sont égales à la valeur des stocks et des créances comme ici, ça signifie que le cycle d'exploitation assure le nécessaire pour financer les besoins de financement qu'il détermine. Et on n'a pas besoin de sources de financement de l'extérieur de l'exploitation pour financer les stocks et les créances. Donc, pour financer le cycle d'exploitation. Quelles sont les sources de financement de l'extérieur du cycle d'exploitation? Ce qu'on a ici, le capital permanent. Et qu'est-ce que c'est qu'on retrouve ici? Donc, si ici nous avons le capital permanent, ça signifie que cette partie entière représente les dettes à court terme. Si ici nous avons les dettes d'exploitation à court terme, ça signifie que ici nous restons avec les dettes financières à court terme. Si vous regardez la structure du bilan financier. Donc, encore une fois, les stocks et les créances, vous les voyez comme des besoins de financement cycliques déterminés par le cycle d'exploitation. Le cycle, si vous revenez à cette première image, le cycle d'exploitation assure les dettes d'exploitation nécessaires pour financer une partie de ces besoins des stocks et des créances, mais le reste des stocks et des créances qui ne peut pas être financé par les dettes d'exploitation à court terme parce qu'elles ne sont pas suffisantes, est financé ou peut être financé soit par des capitaux permanents, soit par des dettes financières à court terme. Oui? Donc, du point de vue du cycle d'exploitation, il y a ces trois possibilités de financer les besoins cycliques, soit par des capitaux permanents, soit par des sources de financement cycliques, soit par des dettes financières à court terme. La situation la plus commune en pratique, c'est cette situation que vous voyez dans la première image, ici. Cette situation où les sources de financement cyclique ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins de financement cyclique. C'est une situation dans laquelle on a besoin de sources de financement de l'extérieur de l'exploitation. Ce déficit de sources de financement au niveau du cycle d'exploitation, on l'appelle besoin en fonds de roulement. On le calcule, comme vous voyez ici, comme différence entre d'un côté les stocks et les créances. Je peux mettre ici une parenthèse pour être un peu plus clair. La formule soit un peu plus claire. Donc, d'un côté, les stocks et les créances comme expression de ce besoin de financement cyclique. Et de l'autre côté, la dette d'exploitation à court terme comme l'expression de la source cyclique. Donc, la différence entre les deux montre la valeur du besoin de financement cyclique qui n'est pas couvert par les sources cycliques. Donc, c'est un besoin de source de financement de l'extérieur de l'exploitation. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle besoin en fonds de roulement? Quelles sont les deux sources de financement qui peuvent couvrir ce déficit de sources de financement cyclique? J'ai dit soit le capital permanent, soit les dettes financières à court terme. Comment est-ce qu'on peut financer les stocks et les créances par du capital permanent? Évidemment, comme vous voyez ici dans cette image, le capital permanent doit être suffisant pour couvrir l'actif immobilisé et il faut avoir un surplus de capital permanent pour pouvoir financer aussi une partie des stocks et des créances. Donc, pour pouvoir financer le besoin excédentaire
au niveau de l'exploitation. Mais on a dit déjà que le surplus de capital permanent, en comparaison avec l'actif mobilisé, on l'appelle fonds de roulement. Oui. Donc, il faut avoir un fonds de roulement positif pour pouvoir financer le besoin en fonds de roulement. Ce déficit de sources de financement cyclique. Donc, on appelle ce déficit au niveau d'exploitation besoin en fonds de roulement parce qu'on pense que ce déficit, il faut le financer en principe par l'intermédiaire du fonds de roulement, donc basé sur un excédent de capital permanent en relation avec l'actif immobilisé. Mais la vérité, c'est que on peut financer le besoin en fonds de roulement aussi par des dettes financières à court terme. Je m'arrête pour le moment pour m'assurer que vous avez compris. D'un côté, vous avez traité ces sujets au management financier, évidemment de la perspective du management, mais je vous prie d'intervenir avec des questions pour clarifier les sujets qui ne sont pas clairs. Non, moi, c'est tout clair. Les autres? Oui, c'est clair, monsieur. Au management financier, je pense que vous avez discuté aussi toutes sortes de problèmes concernant les possibles fluctuations du besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, comme vous voyez, étant marqué par la dynamique d'un côté les stocks et les créances, de l'autre côté les dettes d'exploitation à court terme, et la dynamique de ces trois éléments de bilan à son tour, elle est marquée en particulier par la dynamique du volume d'activité, si vous voulez, du chiffre d'affaires. Vous pouvez vous imaginer que au niveau d'une année, peut-être d'un mois à l'autre, le chiffre d'affaires varie. Pour toutes sortes de raisons, ça peut se passer pour toutes sortes de causes. Une cause possible, c'est la saisonnalité. On travaille dans le domaine des constructions, disons que maintenant c'est déjà novembre, l'hiver vient, c'est presque impossible de travailler à l'extérieur, donc sûrement dans le domaine des constructions, dans la période décembre, janvier, février, le niveau d'activité se réduit beaucoup. Et ça commence de réaugmenter en mars, avril, mai, donc c'est une augmentation qui se prolonge jusqu'en peut-être septembre. Ça signifie que d'un mois à l'autre, il y a des variations importantes en matière de chiffre d'affaires, en matière d'activité. Ça se passe évidemment dans beaucoup d'autres domaines. L'agriculture, saisonnalité donnée toujours par le climat. Le tourisme. On a un hôtel peut-être aux montagnes et on a en particulier de l'activité pendant l'hiver, peut-être. Ou on a un hôtel ou un restaurant à la mer. On a beaucoup d'activités pendant l'été, mais moins pendant l'automne ou l'hiver. Donc, on peut avoir des variations importantes du volume d'activité d'un mois à l'autre basées exactement sur la saisonnalité, qui à son tour est marquée par la clim, mais ça peut être marqué par d'autres choses. Ou on peut avoir beaucoup d'autres raisons pour des fluctuations d'activité d'un mois à l'autre. L'idée, c'est que si le besoin en fonds de roulement est positif dès le début, donc comme principe, les stocks et les créances ne sont pas couvertes par les dettes d'exploitation à court terme, une augmentation du volume d'activité d'un mois à l'autre va déterminer une augmentation du besoin en fonds de roulement. Et l'inverse, la réduction du chiffre d'affaires, du volume de la production, du volume d'activité, de la valeur des ventes, détermine une réduction du besoin en fonds de roulement. Dans le management financier, vous avez dit, on fait une planification et c'est très important de planifier le besoin en fonds de roulement, donc de faire une prévision de ce besoin peut-être pour l'année qui suit et de planifier les sources de financement
pour le financer, parce que si on ne le finance pas, on ne peut pas assurer les stocks et les créances nécessaires. Comme ça, on ne peut pas dérouler le cycle d'exploitation nécessaire pour arriver à notre but de bénéfice. C'est simple. Donc, on essaie de prévoir, de préparer, de mobiliser les sources de financement nécessaires pour financer le besoin en fondement prévu pour l'année 2022. Mais un problème apparent, c'est le fait que dans notre prévision pour 2022, le besoin en fondement n'est pas stable. Il y a des grandes fluctuations d'un mois à l'autre déterminées par des fluctuations prévues du chiffre d'affaires, à leur tour déterminées par peut-être la saisonnalité ou autre chose. Donc, auquel niveau on prévoit les sources de financement pour couvrir le besoin en fonds de roulement? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée un fonds de roulement dès maintenant, la fin de l'année 2021, pour couvrir même le niveau maximal du besoin en fonds de roulement qui va être atteint peut-être en juillet 2022? Si on fait ça, vous avez dit, je pense, au management financier, en 2022, en juillet, quand le besoin en fonds de roulement vraiment atteint son niveau maximal, le fonds de roulement, donc le surplus de capital permanent, couvre 100% le besoin en fonds de roulement, donc le déficit de sources de financement au niveau d'exploitation. Mais dans tous les autres mois, le fonds de roulement va être plus grand que le besoin en fonds de roulement. Et ce surplus de fonds de roulement, en comparaison avec le besoin en fonds de roulement, reste tout simplement sous la forme de quoi? Si vous regardez, voilà, dans cette image, qui est l'image la meilleure pour clarifier ça, cette image. Vous voyez ici un fonds de roulement positif, un besoin de fonds de roulement positif, mais le fonds de roulement est plus grand que le besoin en fonds de roulement et le surplus de fonds de roulement reste sous la forme de disponibilité, argent dans la caisse ou dans la banque qui ne produit rien. Donc, c'est une situation stable du point de vue de la capacité de paiement, de la capacité de financement, mais de l'autre côté, il y a une marge d'inefficacité. Il y a du capital permanent qui reste sous la forme de disponibilité, du capital permanent qui implique des coûts, les coûts de financement, qui reste sous la forme d'argent qui ne produit rien. Oui, c'est juste comme une marge de sécurité pour des possibles problèmes de paiement. Vous voyez, dans ces conditions, vous avez discuté au management financier que peut-être c'est une idée de prévoir, de préparer un fonds de roulement dès le début, disons, de l'année pour couvrir le besoin en fonds de roulement à sa valeur moyenne. Et dans les mois où le besoin en fonds de roulement va dépasser cette valeur moyenne, donc la capacité du fonds de roulement de le financer, on utilise des dettes financières à court terme, comme une ligne de crédit. Et dans les autres mois où le besoin en fonds de roulement est plus réduit, évidemment, on paye la ligne de crédit, on ne supporte pas les intérêts pour la ligne de crédit. C'est une autre approche. Et il y a évidemment d'autres approches plus agressives dans lesquelles on ne garde pas un fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, on le finance entièrement par des dettes financières à court terme, comme des lignes de crédit. Mais la vérité, c'est qu'il y a aussi des compagnies qui présentent des besoins en fonds de roulement négatifs, comme ici par exemple. Vous voyez ici dans cette image le fait que les dettes d'exploitation à court terme sont plus grandes que les stocks et les créances. Donc, ça signifie que le cycle d'exploitation mobilise des sources de financement cycliques, voilà, suffisantes pour couvrir les stocks et les créances. Donc, tous les besoins de financement cyclique. Et on reste même avec un surplus de sources de financement cyclique. On l'appelle toujours besoin en fonds de roulement, c'est l'indicateur, mais la réalité, c'est que ce n'est pas un besoin. Donc, dans cette situation, vous voyez que la différence entre d'un côté les stocks et les créances, de l'autre côté les dettes d'exploitation à court terme, sera négative.
le besoin effondrement sera négatif. Donc, ce n'est plus un besoin, c'est un surplus de sources de financement. Ce n'est pas nécessaire de financer cette valeur. Par contre, c'est possible d'utiliser ce besoin effondrement négatif pour financer d'autres actifs. Et si on ne l'utilise pas pour financer des stocks et des créances, quels sont les autres actifs possibles à financer? Soit l'actif immobilisé, soit on garde tout simplement cet excédent au niveau cyclique sous la forme de disponibilité. Donc, bien qu'on attende en pratique, en principe, de voir un besoin, un fonds de roulement positif, comme voilà ici, si vous voulez, et on va essayer de le financer par un fonds de roulement positif ou à la même fois par des dettes financières à court terme, bien que donc c'est la situation qu'on attend en général, comme je dis en pratique, on peut avoir toutes ces autres situations que j'ai essayé de créer ici, et en particulier aussi cette situation où le besoin en fonds de roulement est négatif. Ça signifie qu'on l'utilise pour financer des actifs immobilisés ou pour garder une valeur plus grande de disponibilité. Maintenant, au management financier, vous avez dit que ce n'est pas une bonne idée de financer des actifs immobilisés par des actifs, par des dettes à court terme, et en particulier par des dettes d'exploitation à court terme. Donc, ce n'est pas une bonne idée peut-être de créer un excédent de dettes d'exploitation par comparaison au stock et créances et d'utiliser cet excédent qu'on appelle besoin en fonds de roulement négatif pour financer des terrains, des bâtiments, des outillages. Parce que tout simplement, les risques de blocage sont plus élevés. Ça peut être vrai. De l'autre côté, les risques diffèrent d'une compagnie à l'autre et d'un domaine à l'autre. En particulier, j'ai rencontré cette situation dans des compagnies qui ont des cycles d'exploitation très courts. J'ai essayé de vous montrer que la durée du cycle d'exploitation marque la valeur des stocks et des créances. Et donc, elle marque à un certain niveau d'activité, la durée du cycle d'exploitation marque la valeur des besoins de financement cyclique. Et les compagnies qui ont des cycles d'exploitation réduits comme durée réussissent de fonctionner avec des besoins de financement cyclique réduits comme valeur, donc des stocks et des créances réduites par rapport à leur chiffre d'affaires. Dans cette situation, vous pouvez trouver en général les magasins normaux qui vendent en général des marchandises alimentaires. Pourquoi? Pourquoi est-ce que leur cycle d'exploitation est court? Qu'est-ce que ça signifie pour ces compagnies, le cycle d'exploitation? Elles achètent des marchandises comme du pain, du lait, de la viande, en tout cas, comme je dis, des biens alimentaires qui, par définition, sont très périssables. On ne planifie pas, pour la plupart d'eux, on ne planifie pas de les garder dans le magasin pour des mois. Premièrement, ce n'est pas possible. Et évidemment, ce n'est pas un but. Donc, la durée de rotation des stocks pour un magasin normal, de mon expérience en tout cas, c'est de 5, 6, jusqu'à 10 jours peut-être. La moyenne, c'est plus proche de 5 jours, la durée de rotation des stocks. Et c'est normal d'être comme ça à cause de la périssabilité d'un côté, mais aussi à cause du fait que le magasin réussit très bien de planifier son activité. Un magasin de quartier qui vend du pain, très vite va arriver de savoir chaque jour quelle sera la quantité du pain vendu. Et si je sais que les clients sont les mêmes, les gens qui habitent dans le quartier, je sais qu'ils achètent chaque jour environ 100 pains. Donc, après 2-3 semaines d'expérience, je commence parce que chaque jour, je fais la commande au producteur de pain pour le jour suivant. Et une fois que j'apprends la dynamique,
aujourd'hui, ce soir, je fais la commande pour demain, je fais une commande pour 100 pains parce que je sais que je vais vendre 100 pains. Ou peut-être je vais avoir 110 clients ou des clients pour 110 pains. Je préfère de commander 100 pains pour être sûr que je vends toute la quantité. Et en général, les ventes sont assez stables en dynamique, les ventes par jour, et c'est assez facile de programmer l'approvisionnement. Dans ces conditions, tu peux rouler les stocks assez vite, comme je dis, une moyenne de 5 jours. Les créances, il n'y a pas de créances. Tu vends toujours avec des encaissements sur place. Donc, dans ces conditions, pensez un moment. Pour le pain, par exemple. Moi, comme magasin, je fais la commande ce soir. Le producteur de pain arrive demain à 6 heures dans le matin avec le pain, met le pain dans le magasin, dans mon magasin, et me donne un délai de paiement de, en général, 15 jours pour le pain de ce que je vois dans la pratique locale. Mais jusqu'au soir, je vends tout le pain et je l'encaisse sur place. Donc, à la fin du jour, j'ai la valeur de tout le pain, une valeur au niveau du prix de vente qui couvre évidemment le prix d'achat plus ma marge. J'ai tout l'argent à la fin du jour, mais je dois payer dans 2 semaines à mon producteur. Lui, à son tour, il a un cycle beaucoup plus long, plus long. Il achète la farine, il doit garder la farine pour la maturation pour au moins 2 semaines, mais en général, il arrive de garder plus dans le stock la farine. La production se fait dans quelques heures, c'est vrai. Il fait la livraison à moi et il attend encore 2 semaines pour encaisser. Donc, il a un cycle d'exploitation de plus d'un mois, même 2 mois, 3 mois s'il garde la farine pour quelques mois. Donc, le producteur travaille avec des stocks beaucoup plus élevés. Et lui, je pense, il va enregistrer des besoins en fonds de roulement positifs. Mais moi, d'un côté, j'ai des stocks de matières premières, des stocks de marchandises très réduites en relation avec la valeur de mes ventes. Des créances peut être nulles. Mais de l'autre côté, j'ai des dettes fournisseurs qui sont des sources de financement d'exploitation plus élevées, qui sont cumulées pour des périodes de 15 jours, même plus. Parfois, j'achète des fruits, des légumes, des producteurs qui sont très pressés de les vendre. Et ils me donnent des délais de paiement de 2 mois peut-être. Donc, j'ai réussi dans ce secteur de mobiliser des sources de financement d'exploitation, en particulier des fournisseurs, de plus grande valeur en comparaison avec les stocks et les créances qui n'existent pas. Et comme ça, j'arrive peut-être, je peux organiser mon activité pour travailler toujours avec un besoin, un fonds de roulement négatif. Et oui, si c'est le cas, je peux garder ce besoin négatif, donc cet excédent de sources de financement d'exploitation. Je peux le garder tout simplement dans l'actif sous la forme d'argent, comme ici, ou comme, je ne sais pas, voyons si j'ai une situation comme ça. Voilà, comme ici. Donc, je peux garder toujours des dettes d'exploitation sous la forme d'argent qui ne produisent rien. Mais si je vois que cette situation est assez stable à long terme, je reste toujours avec de l'argent basé sur l'excédent des dettes fournisseurs. Je peux penser d'utiliser cet argent pour même acheter des immobilisations, une voiture pour l'approvisionnement. Oui. Ça ne signifie pas que je vais me bloquer. Pourquoi? Vous pouvez penser, qu'est-ce que c'est que je vais faire après 2 semaines quand je dois payer la dette envers les fournisseurs? En dynamique, les dettes fournisseurs sont toujours remplacées. Oui,
je paye aujourd'hui la dette formée il y a 2 semaines. Mais aujourd'hui, une autre dette se forme qui prend son place. Et en dynamique, je reste en principe avec le même niveau de stock de créances des fournisseurs, si l'activité est assez stable. Oui. Donc, je peux utiliser des dettes d'exploitation pour financer des immobilisations. Est-ce que c'est plus risquant? Ça semble être plus risquant. Et ça dépend beaucoup de la stabilité de ces relations qui se forment au niveau du cycle d'exploitation. Bon, dans ces conditions, vous voyez qu'on peut avoir au niveau du cycle d'exploitation plusieurs scénarios. Ce scénario de base, où les dettes d'exploitation à court terme ne sont pas suffisantes pour financer les stocks et les créances, donc les besoins cycliques sont plus grands que les sources de financement cyclique. Un besoin, un fonds de roulement positif se forme et il faut le financer, comme je dis, soit basé sur le fonds de roulement, soit par l'aide financière à court terme. On peut avoir cette situation qui est une situation théorique. En pratique, ça ne peut pas exister, peut-être juste pour une seconde. Et ce n'est pas un but. C'est impossible de la maintenir et ce n'est pas un but. Ces situations où le besoin en fonds de roulement est nul. Et on peut avoir cette situation où le besoin en fonds de roulement est négatif, où les sources de financement cyclique dépassent les besoins de financement cyclique. Et on utilise cet excédent de sources de financement cyclique pour financer des immobilisations où on le garde sous la forme des disponibilités comme une marge de sécurité. Bon. Pour évaluer l'équilibre à court terme, on utilise ce besoin en fonds de roulement. Oui, et dans une approche plus superficielle, on va considérer que l'équilibre financier à court terme est assuré quand le besoin en fonds de roulement est nul ou proche de zéro. Dans une approche plus complexe, il faut aussi tenir compte aussi des particularités de l'activité d'exploitation et l'équilibre à court terme est assuré dans les conditions où on est capable de financer les stocks et les créances à la valeur nécessaire pour dérouler notre volume d'activité dans les conditions où les dettes d'exploitation à court terme et emprunts de dettes fournisseurs sont encadrés dans les délais négociés avec les fournisseurs. Parce que pour des périodes courtes, on peut faire augmenter les dettes d'exploitation à court terme, tout simplement en ne payant pas en temps. Mais est-ce que cette situation va être soutenable à long terme? En principe, non. Donc, c'est de ça qu'il faut aussi parler. Au niveau global, l'équilibre est analysé en comparant le fonds de roulement aux besoins en fonds de roulement. Encore une fois, la situation classique est celle dans laquelle le besoin en fonds de roulement est positif, voilà, comme par exemple ici. Le fonds de roulement à son tour est positif. Le fonds de roulement est juste suffisant pour couvrir le besoin en fonds de roulement, c'est cette situation. Et dans ces conditions, les disponibilités sont égales aux dettes financières à court terme. L'indicateur utilisé pour évaluer l'équilibre global, c'est la trésorerie nette. C'est la différence entre la trésorerie d'actifs, donc les disponibilités, et la trésorerie de passifs, les dettes financières à court terme. Du point de vue mathématique, on peut calculer la trésorerie nette soit comme différence entre les disponibilités et les dettes financières à court terme, soit comme différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. On arrive à la même chose comme valeur du point de vue mathématique, encore une fois. Parce que le scénario de base, comme j'ai dit, c'est le scénario dans lequel on a un besoin de fonds de roulement positif, on le couvre par le fonds de roulement et le surplus de fonds de roulement qui reste va se retrouver dans l'actif sous la forme de disponibilité.
Et donc, la valeur des disponibilités va dévancer la valeur des dettes financières à court terme exactement par la valeur du fonds de roulement qui ne finance pas le besoin en fonds de roulement. Donc, ça signifie que la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement est égale à la différence entre les disponibilités et les dettes financières à court terme. Mais il y a aussi une situation peut-être un peu étrange, au moins à la première vue, dans laquelle, voilà, les sources de financement cycliques dépassent les besoins cycliques, donc le besoin en fonds de roulement est négatif, et on utilise ce besoin en fonds de roulement négatif, donc l'excédent de sources de financement cyclique, pour financer un surplus d'actifs immobilisés, un surplus par comparaison à la valeur des capitaux permanents. Donc, ici, dans cette image, vous voyez que l'actif immobilisé est financé par des capitaux permanents, donc, ou si vous voulez, les capitaux permanents financent dans leur entièreté les actifs immobilisés, mais on utilise aussi des dettes d'exploitation à court terme pour financer, voilà, une valeur supplémentaire de l'actif immobilisé. Oui? Donc, on a comme ça un excédent de l'actif immobilisé par comparaison à la valeur des capitaux permanents. Donc, un fonds de roulement négatif qui, à la première vue, c'est étrange, qui est financé par un besoin en fonds de roulement négatif. Donc, on a un déficit ici de sources de financement au niveau permanent qui est couvert par un excédent de sources de financement au niveau cyclique. Et la trésorerie nette est nulle, comme vous voyez. Donc, le besoin en fonds de roulement est égal au fonds de roulement, mais tous les deux sont négatifs. Ici, on a toujours une trésorerie nette nulle, mais dans les conditions plus classiques où le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement sont égaux mais positifs. Maintenant, écoutez, du point de vue des coûts de financement, cette situation-ci peut être préférable parce qu'on utilise dans un pourcentage, disons, plus grand, dans une mesure plus grande, des sources de financement à court terme, et en particulier des sources de financement cycliques qui sont moins chères pour financer l'actif. Mais à la même fois, évidemment, c'est une situation moins stable. C'est un sujet que nous avons discuté quand on a analysé la structure du passif, la structure financière selon l'échéance. Ça dépend. Il y a des entreprises pour lesquelles on peut soutenir cette situation pour de longues périodes. Mais il faut très bien vérifier ça parce que on peut retrouver cette situation à un moment donné comme expression des graves problèmes de l'entreprise. On peut arriver dans cette situation pas parce que on négocie avec les fournisseurs pour des délais de paiement plus légères qui nous permettent de amasser des dettes fournisseurs plus grandes comme valeur pour financer entièrement les stocks et les créances, mais aussi une partie des actifs immobilisés. C'est très possible qu'on arrive dans ces situations dans les conditions où les dettes fournisseurs arrivent à des valeurs élevées parce qu'on ne les paye pas autant. Donc, on prolonge le délai de paiement, pas avec l'accord des fournisseurs, mais juste à cause du fait que nous ne pouvons pas payer. Évidemment, ce n'est pas une situation soutenable à long terme. Nous allons arriver dans un blocage comme ça. De l'autre côté, ça peut être aussi déterminé par des valeurs trop réduites des stocks et des créances. Et la cause pour cela peut être tout simplement la manque de sources de financement. Ça se passe quand l'entreprise utilise tous les capitaux permanents pour faire des investissements dans des immobilisations, utilise même des dettes d'exploitation à court terme
pour financer des immobilisations, des investissements dans des immobilisations supplémentaires et n'a plus du capital pour former les stocks et les créances à la valeur de laquelle elle a besoin pour dérouler son cycle d'exploitation normal. Je dirais que l'analyse de l'équilibre financier est en particulier importante dans une approche prévisionnelle. C'est très important. Je l'ai vu beaucoup de fois en pratique. J'ai eu par exemple une situation, une compagnie qui a fait un investissement dans une serre de légumes, c'est bien en français, je crois que c'est bien. L'investissement signifie quoi? Former des actifs immobilisés, terrain, bâtiment. Pour eux, l'investissement a consisté l'achat du terrain, moins important, la construction de la serre, qui est arrivée à, de ce que je me rappelle, environ 180 000 euros. Construction d'un dépôt pour des légumes, un espace de bureau, l'achat de camions pour le transport, pour les livraisons, la création d'une installation pour le chauffage de la serre, un système d'irrigation. Donc, encore une fois, des immobilisations corporelles, terrain, bâtiment, outillage. La valeur de l'investissement, donc pour former ces immobilisations corporelles, a été d'environ 400 000 euros. L'implémentation de l'investissement a pris 2 ans. Donc, pour bâtir, pour installer les outillages, 2 ans. Ça dans les conditions où les sources de financement ont été dans une très petite partie des capitaux propres. En principe, une moitié des sources de financement a été représentée par des fonds non remboursables et presque toute l'autre moitié a été représentée par un emprunt bancaire à long terme. 2 ans pour l'implémentation. Quand ils sont finalement dans la situation de commencer leur activité, donc après 2 ans de grands efforts et pression aussi pour la banque parce que la compagnie avait déjà problème à payer même les frais et les intérêts à la banque pour l'emprunt. Donc, il attendait tous que la compagnie commence son exploitation, donc finaliser l'investissement pour commencer le cycle d'exploitation, pour générer des encaissements, pour pouvoir commencer de payer le service de la dette envers la banque. Et quand finalement il finalise l'investissement et il arrive dans le plan de commencer cette exploitation, c'est juste maintenant qu'ils comprennent, bon, mais pour commencer le cycle, pour produire le premier cycle consistait dans un cycle de tomates, il faut acheter les graines, il faut embaucher le personnel, environ 4 personnes. Il faut acheter du bois pour chauffer la serre pendant la période de l'hiver. L'idée, c'est de produire pendant l'hiver pour entrer sur le marché avec les tomates dans une période où les prix sont élevés. Et ça va durer environ 3 mois et demi, le cycle de production. Ensuite, on commence de vendre. On a besoin d'encore 1 mois, 2 mois pour encaisser. On vend envers les hypermarchés. On doit offrir un délai de paiement. Donc, ça signifie qu'on commence maintenant, on arrive d'encaisser dans 6 mois. Et pour soutenir tout ce cycle, jusqu'à la fin de ces 6 mois, jusqu'à ce qu'on arrive d'encaisser, on a besoin d'encore environ 40 000 euros. Donc, ce cycle déterminait le besoin des stocks de graines, des stocks de toutes sortes de... Je ne connais pas les mots en français, des herbicides, toutes sortes de solutions pour les traitements, payer des salaires qui se retrouvent du point de vue comptable dans les stocks de production en cours, arriver à des produits finis, les vendre, former des créances. Donc,
les stocks et finalement les créances allaient augmenter dans l'évolution de cette exploitation. Et juste après 6 mois, on arrivait de encaisser. Donc, de quoi financer ces stocks et les créances qui arrivaient finalement à des valeurs de 35-40 000 euros. Donc, il avait besoin d'une source de financement supplémentaire. Donc, ça se passe, je vois ça souvent en pratique. Des compagnies qui se focalisent à amasser des sources de financement pour faire les investissements, comme elles voient ou les managers voient dans les investissements comme l'élément nécessaire pour démarrer une activité ou développer l'activité. J'ai besoin de plus d'outillage, j'ai besoin d'une halle de production et après ça, tout va être bien. Donc, ils se focalisent sur l'investissement dans les immobilisations pour se créer les capacités de production. Et en général, ils voient le problème du capital. J'ai besoin de faire des investissements de 200 000 euros, mais je n'ai pas le capital nécessaire pour cela. Ils font les efforts, ils se focalisent pour obtenir le capital, pour faire l'investissement, mais ils ignorent le fait qu'une fois l'investissement finalisé, cette capacité de production, pour pouvoir l'exploiter, je ne sais pas, à un pourcentage de 80%, à 80%, 90% qui était la normalité, tu as besoin évidemment de travailler avec des stocks et des créances. Donc, l'exploitation de cette capacité va imposer des stocks et des créances, donc va imposer des besoins de financement supplémentaires spécifiques au cycle d'exploitation. Et ça a ignoré dans beaucoup de situations pratiques à cause de la manque de, je ne sais pas, disons éducation financière ou expérience. Et l'incapacité de financer le besoin en fonds de roulement du point de vue statistique, en général, prend la 3e place au niveau mondial comme cause des blocages financiers et même de faillite d'entreprises, des entreprises. Donc, c'est un problème assez important et l'analyse est beaucoup plus importante d'une approche prévisionnelle. Une fois que les choses se sont déjà passées, oui, c'est important de voir comment on a fait, mais c'est beaucoup plus important de faire toujours des projections financières et de faire l'analyse du besoin en fonds de roulement en particulier en avance et de planifier comment couvrir ce besoin en fonds de roulement, si le besoin est positif, évidemment. En ce qui concerne l'analyse en dynamique, pour le fonds de roulement, d'une année à l'autre, disons que le fonds de roulement se réduit. Disons qu'au niveau, voilà, comme ici, au niveau de la première année, vous avez un fonds de roulement positif comme dans cette représentation. Et deuxième année, vous arrivez à un fonds de roulement nul. Troisième année, fonds de roulement négatif. Donc, en dynamique, vous observez une réduction du fonds de roulement. Qui est-ce qui peut déterminer cette réduction du fonds de roulement? Évidemment, il faut partir tout simplement des éléments comptables qui déterminent sa valeur. Ça signifie les capitaux permanents et l'actif immobilisé. Donc, qui est-ce qui peut déterminer une réduction du fonds de roulement? Évidemment, soit une augmentation de l'actif immobilisé, soit une réduction des capitaux permanents. Nous pouvons les prendre tous les deux, par tour. Et je vous propose de commencer par la réduction possible du capital permanent. Qui est-ce qui peut ou quelles peuvent être les causes d'une réduction du capital permanent? Nous devons maintenant penser aux parties composantes du capital permanent. Nous avons les capitaux propres et les dettes à long terme. Prenons les capitaux propres. Qui est-ce qui peut déterminer une réduction des capitaux propres? Quel est le contenu des capitaux propres? On a le capital social, les réserves. J'ignore les primes. Dans la plupart des situations, les capitaux propres sont constitués par le capital social, les réserves, le résultat de l'exercice financier courant et le résultat reporté. Oui, dans ces conditions, les capitaux propres peuvent se réduire si l'actionnaire ou l'associé retire une partie de son capital social. Mais ça se passe rarement.
ce n'est pas vraiment une situation très pratique. L'explication la plus probable pour une réduction du capital propre, c'est le fait que l'entreprise enregistre dans cette année des pertes. N'oubliez pas que du point de vue comptable, le résultat de l'exercice financier est automatiquement une partie du capital propre. Si l'entreprise génère des bénéfices, le bénéfice fait augmenter le capital propre. Et l'inverse, si la compagnie enregistre des pertes, les pertes réduisent la valeur du capital propre, consomment, si vous voulez, le capital propre. Donc, une réduction du capital propre va être, le plus probable, va être déterminée par le fait que l'entreprise enregistre des pertes. Une autre explication très possible, c'est tout simplement la répartition, je ne sais pas si je dis bien, des dividendes. Disons que la compagnie a un certain résultat reporté des années suivantes qui fait partie du capital propre et décide, évidemment l'assemblée des actionnaires décide de répartir une partie de ce résultat positif accumulé comme des dividendes. Donc la répartition des dividendes, le paiement des dividendes réduit donc comme ça le résultat gardé dans l'entreprise et comme ça les capitaux propres. Bon, si ce ne sont pas les capitaux propres qui diminuent, c'est peut-être les dettes à long terme. Quel peut être le contenu des dettes à long terme? On peut avoir des dettes financières à long terme, comme des emprunts bancaires à long terme, des crédits accordés par les associés ou des contrats de crédit bail. Ou on peut avoir des dettes à long terme non financières, donc d'exploitation, comme toutes les autres catégories de dettes. Dettes fournisseurs, dettes envers les salariés, l'État, c'est moins probable. Normalement, il n'y a pas de raison pour avoir des dettes d'exploitation à long terme, mais de temps en temps, vous allez le trouver, cette situation, je veux dire. Rencontrer cette situation. Mais dans la plupart des situations, les dettes financières, si elles existent, sont représentées par des dettes. Les dettes à long terme, je veux dire, sont représentées par des dettes financières, comme des emprunts bancaires ou des crédits bail ou des dettes envers les actionnaires, des crédits accordés par les actionnaires. Et une réduction de ces dettes financières à long terme, en principe, signifie que l'entreprise a repayé une partie de ses dettes. Du point de vue comptable, il y a une autre explication. Je vous ai montré, nous avons simulé un graphique de remboursement pour un emprunt bancaire à long terme. Et vous avez vu que même si l'emprunt a une durée de 5 ans, ça ne signifie pas qu'on obtient l'emprunt aujourd'hui et on le repaye entièrement à la fin de cette période de 5 ans. Non, on repaye une petite partie de l'emprunt chaque mois. Cette partie est appelée le paiement de principal. Ça signifie que à la fin de l'année, quand nous rédigeons le bilan, la solde de l'emprunt va être toujours divisée dans deux parties. La partie qui va être remboursée dans une période maximale d'une année, donc les paiements de principal qu'on va faire dans les 12 mois suivants, et le reste qu'on va payer après plus d'une année. Donc, avec l'approche du paiement, on transfère toujours une partie de la dette à long terme, on la transfère à court terme. Ça, j'espère que vous savez de la comptabilité. Nous l'avons discuté aussi quand nous avons simulé le graphique de remboursement. Donc, ça va être l'explication de la réduction des dettes financières à long terme. Évidemment, on peut avoir des phénomènes qui agissent sur la valeur du capital permanent dans les différents sens. On peut avoir une réduction des capitaux propres et une augmentation des dettes financières à long terme en contractant des nouveaux emprunts. Et d'un côté, un emprunt qui existe se réduit par le remboursement ou pour l'approche du remboursement, mais l'entreprise contracte d'autres emprunts bancaires ou des crédits bail ou des crédits des associés. Donc, on peut avoir plusieurs phénomènes qui se matérialisent dans le même temps. À la même fois, l'actif immobilisé peut augmenter par des investissements supplémentaires.
Je ne prends pas nécessairement en considération maintenant la situation où on réévalue l'actif immobilisé et la réévaluation peut déterminer une augmentation de la valeur ou parfois une réduction, c'est moins probable, parce que la réévaluation va affecter à la même fois l'actif immobilisé et le capital permanent. On peut avoir des réductions de l'actif immobilisé, c'est un phénomène normal déterminé par l'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles, évidemment avec l'exception des terrains. Mais on peut avoir aussi des ventes d'immobilisation. Et je m'arrête ici. Pendant le séminaire, vous allez discuter l'analyse statique, ce que nous avons discuté. Et je laisse pour la fois prochaine l'analyse en dynamique, en particulier, où nous allons mettre l'accent sur l'analyse en dynamique la fois prochaine. Si vous avez des questions, quand même, je reste à votre disposition, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas de questions. Ok, je vais poster le cours et ces images en Excel, je vais les poster sur la plateforme. Bon, alors c'est ça. Nous nous voyons demain pour le management des cours. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir.